Alors la grande question, comment est-ce qu'on sait si un traitement, une nouvelle thérapie fonctionne vraiment? La réponse la plus solide que la science puisse offrir tient dans ce qu'on appelle l'essai contrôlé randomisé. C'est un peu le gold standard, la référence absolue. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi, étape par étape, avec un exemple très concret. Ok, voilà le plan de vol. On va d'abord se demander, mais pourquoi ce mot, randomisé? Qu'est-ce que ça change? Ensuite, on verra comment on prépare le terrain, avant même de commencer. Puis, le moment clé, le tirage au sort. On suivra le déroulement de l'étude et, bien sûr, à la fin, on verra comment on analyse les résultats pour en tirer des conclusions fiables. Allez, on y va. Première étape, et la plus importante, comprendre le problème qu'on cherche à résoudre. Imaginons qu'on veuille tester un nouveau programme de rééducation pour des sportifs qui se sont fait une entorse. L'ennemi numéro 1, la menace qui peut tout faire capoter, c'est ce qu'on appelle le biais. En gros, c'est une erreur systématique qui vient fausser les résultats et nous faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Et là, on touche au cœur du dilemme. Si on laisse les sportifs choisir leur programme, eh bien, les plus motivés ou ceux qui ont une blessure moins grave vont peut-être se jeter sur le nouveau protocole, non? Du coup, s'ils guérissent plus vite, comment savoir si c'est grâce au traitement ou simplement à cause de leur motivation de départ? C'est impossible. La solution, c'est le tirage au sort, la randomisation. En créant des groupes par pur hasard, on s'assure qu'ils sont en moyenne identiques sur tous les plans. La seule grande différence entre eux, ce sera le traitement reçu. Et là, enfin, la comparaison devient juste. D'accord. Mais alors, concrètement, comment on construit une étude pour éviter ce piège? Avant même de penser à tirer au sort qui que ce soit, il faut poser des fondations, et des fondations vraiment solides. Tout, absolument tout part d'une question de recherche qui doit être d'une clarté et d'une précision chirurgicale. Pour ça, les chercheurs ont un outil génial qui s'appelle PICO. C'est une sorte de checklist pour être sûr de ne rien oublier. P pour la population, qui étudie-t-on exactement? I pour l'intervention, qu'est-ce qu'on teste? C pour le comparateur, à quoi on le compare? Et enfin O pour outcomes, les critères de jugement. En gros, qu'est-ce qu'on va mesurer à la fin pour savoir qui a gagné? Une fois la question bien définie, on établit les règles du jeu. Qui peut participer, qui ne le peut pas? On définit des critères d'inclusion et d'exclusion très stricts. Le but, c'est de s'assurer que tous les participants se ressemblent suffisamment pour que la comparaison entre les groupes ait vraiment un sens à la fin de l'histoire. On y est, le cœur du réacteur, le tirage au sort, c'est le moment décisif. Mais la grande question, c'est comment s'assurer qu'il est vraiment impartial? Parce que même sans le vouloir, on peut influencer le hasard. Heureusement, il existe des garde-fous, des mécanismes très intelligents pour empêcher ça. Alors, comment fait-on pour garantir un processus qui soit totalement, absolument à l'abri de toute influence, même inconsciente? En fait, la solution tient en 3 verrous de sécurité. D'abord, la randomisation elle-même, qui assure que c'est bien le hasard qui décide. Ensuite, l'assignation secrète, qui fait en sorte que personne ne puisse deviner à l'avance quel sera le prochain groupe attribué. Et enfin, la mise en aveugle, où l'évaluateur qui mesure les résultats ne sait pas quel traitement le patient a reçu pour ne pas être influencé. L'assignation secrète est absolument cruciale. L'image de l'enveloppe scellée est parfaite. Si le clinicien qui recrute le patient sait que le prochain tirage au sort est pour le nouveau traitement, il pourrait être tenté, même avec les meilleures intentions, de garder cette place pour un patient qui lui semble avoir plus de chances de bien réagir. En cachant cette information jusqu'à la dernière seconde, on élimine ce risque. On garantit une impartialité totale. Parfait, nos groupes sont maintenant formés, de manière juste et impartiale. L'étude peut commencer. Mais attention, le marathon ne fait que commencer. Pour que la comparaison reste valable jusqu'à la ligne d'arrivée, tout doit être appliqué et mesuré avec une rigueur quasi militaire. Le principe est simple, on doit comparer des choses comparables. Le nouveau protocole et le protocole standard doivent être décrits avec la précision d'une recette de cuisine. Chaque ingrédient, chaque temps de cuisson, chaque étape est définie à l'avance et doit être appliqué de la même manière pour tout le monde. Le suivi des participants, lui aussi, est un parcours très balisé. On prend des mesures au départ, avant même que le traitement ne commence, c'est notre point de référence. Puis on suit leur évolution, à des moments clés, des sortes de checkpoints, à 2 semaines, à 6 semaines, à 3 mois, pour avoir une vision complète et dynamique de leur parcours. Dans chaque étude sérieuse, il y a un objectif numéro 1, le critère de jugement principal. C'est la question la plus importante à laquelle on veut répondre. Pour nos sportifs, ce serait quel groupe retourne le plus vite sur le terrain? Et à côté de ça, on mesure plein d'autres choses, les critères secondaires comme le niveau de douleur, la force, la confiance, pour avoir une vision plus riche et plus nuancée. On arrive au bout. L'étude est terminée, toutes les données sont collectées, c'est le moment de l'analyse. Et là, il y a une règle d'or, un principe fondamental, non négociable. Et cette règle d'or, c'est peut-être la chose la plus contre-intuitive de tout le processus, mais c'est aussi la plus importante. C'est l'analyse en intention de traiter. Ça veut dire qu'on analyse les participants dans le groupe où le hasard les a placés au départ.
peu importe ce qu'ils ont fait ensuite, même s'ils ont abandonné, même s'ils n'ont pas suivi le protocole. Pourquoi cette règle si stricte? Imaginez que ceux qui abandonnent le nouveau traitement le font parce qu'il est trop difficile. Si on les exclut de l'analyse, on ne garde que les bons élèves et le résultat sera artificiellement gonflé. En gardant tout le monde, on préserve l'intégrité du tirage au sort initial. On analyse la réalité, pas une version idéalisée. Et voilà la vue d'ensemble, le processus complet. On recrute les bonnes personnes, on mesure leur état initial, on laisse le hasard décider, on les suit rigoureusement dans le temps et on analyse les résultats en respectant l'assignation de départ, quoi qu'il arrive. Chaque étape est un maillon essentiel de cette chaîne de la preuve. On termine avec une question qui donne un peu le vertige. Pour obtenir la preuve la plus solide, la plus pure, on est obligé de mettre de côté quelque chose de fondamentalement humain, notre liberté de choix. Si la meilleure méthode pour prouver qu'un traitement fonctionne nous oblige à ignorer les choix individuels, qu'est-ce que cela nous dit sur la nature de la preuve et sur la façon de l'appliquer dans le monde réel, un monde fait de choix? La question reste ouverte.